Je vais faire quelques mots d'intro, mais peut-être juste avant de démarrer, Lélio, je te propose peut-être qu'on se présente en premier pour cette session. Donc, je suis donc Mickaël Varturius, je suis chargé de projet collectif au sein du labo de l'ESS. Et donc, je vais animer avec Lélio ce webinaire autour des postures et des comportements dans les écosystèmes coopératifs territoriaux qui découlent du travail du chantier numéro 4 de la démarche des chantiers coopératifs. Voilà. Lélio, je te laisse continuer. Merci. Du coup, je m'appelle Lélio Lemoine. Je participe au chantier. Je suis indépendant, basé dans Lyon, pas loin du Jovinien, dont la galaxie d'acteurs s'affiche sûrement sur vos écrans comme sur le mien. Et puis, voilà, j'ai un parcours d'entrepreneur, mais je travaille plutôt ces temps-ci à accompagner des démarches de coopération territoriale. Et voilà, j'aurai le plaisir d'animer avec Mickaël aujourd'hui. Donc, juste pour remettre un peu de contexte dans ce webinaire, donc le chantier numéro 4 qui est animé par Céline Coubar qui est avec nous aujourd'hui, mais comme intervenante sur ce webinaire. C'est un chantier qui travaille donc sur les écosystèmes coopératifs territoriaux et qui a décidé de mener une série de webinaires sur 3 sujets différents. Donc là, le premier qui va nous intéresser aujourd'hui autour des postures et des comportements. Un deuxième webinaire, est-ce que je ne me trompe pas? Oui, qui est par rapport au rapport au temps. Et un troisième webinaire sur la transmission et l'évaluation, le tout avec un fil rouge autour du comment prendre soin à la fois des territoires et des gens dans les coopérations qui sera suivi par Julie Chabot qui est avec nous et qui interviendra à la fin de ce webinaire. Du coup, on va essayer d'avoir un format qui est assez interactif. On va d'abord laisser les intervenants donc répondre à une série de questions qu'on a préparées ensemble. Je vous propose donc de mettre plutôt vos questions dans le chat pour l'instant et on essaiera de prendre le plus de questions possible à la fin de ce webinaire. Pendant les interventions, ce qu'on propose aux intervenants et aux intervenantes, c'est aussi de pouvoir se poser des questions pendant vos propres présentations. Donc si voilà, sur les 3 temps différents de la session, vous avez envie de poser des questions aux autres pour rebondir, voilà, interagir avec les autres participants et participantes, n'hésitez pas, c'est vraiment l'objectif de ce webinaire qui est sur un format qu'on a appelé test, mais qui sera, donc, comme vous le voyez, qui est enregistré, qui sera diffusé après. On a eu beaucoup de demandes parce qu'il y avait voilà, beaucoup de gens qui étaient intéressés par avoir ces informations-là. Donc, il sera à la suite, on va le monter et le diffuser dans les prochaines semaines. Je pense qu'on peut commencer. Léolio, je te laisse reprendre la main. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions par le chat. Très bien, merci. Du coup, on va commencer par poser un petit peu le décor, hein. Du coup, je vais inviter nos 3 invités, chacun leur tour à se présenter et puis parler de leur territoire et de l'écosystème duquel ils vont témoigner. Du coup, je vais vous inviter. Je propose Céline d'être la bêta-testeuse. Quelques mots sur toi pour que on sache d'où tu parles, à ton parcours vraiment en très peu de mots. Ensuite, 3 mots, 3 adjectifs sur le territoire en question qui permettent de sentir un petit peu. Une caractéristique physique naturelle et un monument un peu emblématique de ce territoire. Oh là là. Est-ce que vous m'avez Ok, entendu? ouais, c'est bon. Alors, je commence. Donc, je suis Céline Coubard. Donc, j'anime d'habitude le chantier numéro 4, mais là, c'est moi qui interviens. J'interviens sur un projet qui s'appelle Le Phare et j'y interviens parce que j'ai été à plusieurs endroits sur ce projet-là, puisque dans ma carrière, j'étais fonctionnaire territorial, donc sur des questions de développement économique, développement de l'économie sociale et solidaire, et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Le Phare. Et puis ensuite, j'étais dans plusieurs conseils d'administration, co-gérante de la SIC, et aujourd'hui, je suis à mon compte aussi sur une activité qui s'appelle Interstitiel et qui accompagne les coopérations entre acteurs publics et acteurs de l'économie sociale et solidaire et PME. Voilà. Alors, sur les caractéristiques territoire, donc le phare, c'est sur l'île Saint-Denis. Phare, ça veut dire pôle d'hospitalité des activités à rayonnement écologique et solidaire.
Donc, l'île Saint-Denis, c'est sur le 93. Et donc, les 3 adjectifs, c'est insulaire, urbain, atypique, que j'ai choisi. Et insulaire, voilà, la caractéristique du territoire, c'est que c'est une île. Donc, voilà. Et il y a eu le village olympique il y a peu. Donc, je vais choisir ça comme monument, euh, on va dire, particulier sur ce territoire, mais qui est donc très récent. Voilà. Je pense que j'ai répondu à toutes tes questions, Lélio. Oui, bienvenue Sandra, c'est le tout début. Du coup, on est sur l'introduction. Je vais continuer du coup sur le phare et Céline. Du coup, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cet écosystème coopératif, ses caractéristiques, un petit peu typologie? Est-ce que ça s'inscrit dans un cadre, dans un référentiel national ou pas? Quelle est la date de début? Et 3 grandes dates clés, si tu peux nous dire. Je vais faire avec les dates clés parce que ça va répondre. Et les acteurs qui y sont. Ok. Je vais prendre par la date, par la chronologie, parce que ça va un peu pré-brosser toutes tes questions. Donc, le phare, la date initiale, le tout début, c'est en 2001. Et c'est initié par Alage, qui est une association du territoire, portée par des militants du territoire, autour des questions de nettoyage des berges de Seine et de chantiers éducatifs plutôt orientés vers les jeunes à l'époque. Et donc en 2001, ils ont besoin d'un local et au lieu d'acheter un local ou de louer un local juste pour eux, ils décident d'acheter un local en collectif. Donc, il y a déjà des déboires à ce moment-là. Et Alage finit par acheter ce local tout seul, donc, mais en le mettant à disposition d'autres associations du territoire qui deviennent locataires d'Alage. Donc, ça, c'est la première étape 2001. La deuxième date, c'est 2013. En 2013, il n'y a plus personne au phare. C'est très compliqué. Le collectif est en difficulté. Et à ce moment-là, il y a les pôles territoriaux de coopération économique qui émergent. Et donc, ils décident de se porter sur les PTCE et de remobiliser autour de ce bâtiment et de l'idée qu'il y avait derrière. Et à ce moment-là, ils créent une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Et donc ça, c'est la deuxième date. Donc là, on y retrouve d'autres associations, des entreprises qui se retrouvent autour de cette question de transition écologique et sociale, on va dire, même si on nommait pas ça comme ça à l'époque, mais c'est un peu le fil conducteur. Donc il y a un pôle insertion par l'activité économique assez fort. Et quand je disais que j'avais plusieurs casquettes, c'est que moi, j'étais première financeuse de ça à travers mon poste sur l'économie sociale et solidaire à la région. Et maintenant, je suis présidente d'une association qui fait partie du phare et qui est arrivée en 2013 dans ce collectif. Donc, il y a beaucoup d'insertion par l'activité économique, quelques personnes individuelles qui tournent autour de cet écosystème. Voilà, à peu près. Et la troisième date que je vais donner, c'est 2024, puisque là, le phare entre dans une nouvelle étape, puisque c'est un bâtiment qui était sur 2 étages, et là, il y a une volonté d'augmenter de 2 étages supplémentaires ce bâtiment. Et donc, il faut renforcer la société coopérative et on fait entrer des collectivités territoriales au sein dans la table de capitalisation. Donc voilà, pour moi, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre là sur le phare, avec donc des acteurs qui étaient jusqu'à présent pas présents dans l'AG, que sont les collectivités. Merci beaucoup. Je vous partage que moi, ça rame dans les grandes largeurs. Du coup, si vraiment on atteint un point de rupture de la connexion, je passerai la balle à Michael. Mais pour le moment, ça va encore. Et du coup, je propose de passer à notre paysage suivant pour planter le décor. Louis, est-ce que tu veux bien prendre la balle? Yes. Et je vais rappeler l'invitation, du coup, quelques mots sur votre parcours, qu'on voit d'où vous parlez.
3 adjectifs sur le territoire et une caractéristique un peu physique, naturelle et un monument qui est emblématique ou représentatif. Et puis ensuite, poser le décor de l'écosystème à proprement parler avec 3 dates clés et puis un peu une typologie de l'écosystème et de ses acteurs. À toi le mic. Ça marche. Yes, du coup, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Louis, je vais vous parler avec un regard plutôt moi, de citoyen et jovinien. Donc, j'habite à Joigny, qui est une ville de 10 000 habitants, ville dans laquelle je suis arrivé il y a 3 ans et demi pour lancer un projet qui s'appelle la Caserne Bascule et qui fait partie d'un consortium. Et c'est sur ces enjeux de coopération de ce consortium qui s'appelle la convergence des possibles, dans lequel j'étais au conseil d'administration pendant 2 ans et que j'ai quitté il y a un peu plus d'1 an, mais pour lequel je suis toujours de près les activités. Donc voilà un peu ma casquette. Et tout ça, je le précise, je pense c'est important dans les enjeux de coopération et dont on parlera, c'est des activités que je fais à titre bénévole. À côté, je suis indépendant en mission pour la direction jeunesse, éducation populaire et vie associative. Après, c'était le territoire, hein, c'est ça. Attendez, je suis perdu. C'était 3 adjectifs du territoire. Excuse-moi, je suis perdu. Oui, c'est ça. Exactement. 3 adjectifs du territoire. Du coup, j'en avais noté 3. Joigny, c'est une ville qui est quand même historique, qui a un centre médiéval. C'est une ville où on ressent qu'il y a une histoire et qui a évolué. Donc, j'avais mis historique. Le deuxième, j'ai mis blessé. J'en reparlerai dans les dates, mais c'est quand même une ville qui est assez sinistrée, avec pas mal de pauvreté, qui a eu pas mal de catastrophes naturelles aussi. Et le troisième objectif, j'ai mis dynamique. C'est une ville où il y a quand même, j'ai mis plutôt dynamique citoyenne pour être plus précis. C'est une ville où il y a une forte mobilisation citoyenne au milieu associatif que vous pouvez voir symbolisée par tous les acteurs qui se retrouvent dans cette cartographie sur les différentes thématiques de transition. Pour l'élément naturel, j'ai choisi la forêt parce que Joigny, c'est entre la forêt et la rivière et les vignes. Et puis la forêt, ça symbolise aussi bien toute cette dimension d'écosystème et de différence et de variété qui sont importantes pour avoir quelque chose de résilient dans la durée. Donc la forêt, ça me parlait bien. Et pour le monument, j'ai choisi une maison de Joigny qui s'appelle la maison de l'arbre de Gessé, qui est dans la vieille ville de Joigny, qui a été créée au XVIe siècle. Elle est assez un symbole de l'histoire de la ville parce qu'elle était là à la période médiévale. Il y a eu une grosse explosion sur la place en 1980, donc elle a été totalement défoncée. Et il y a eu plusieurs activités dedans, et aujourd'hui, c'est un café associatif. Donc, je trouve que c'est un monument assez symbolique de l'histoire de la ville. Voilà, est-ce que tu peux me dire la suite? Je suis un peu perdu dans mes notes. C'était les dates clés, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est dans Lyon, entre Auxerre et Sens, Joigny. Et concernant les dates clés, j'en ai pour les 3 que j'ai mis. Donc j'ai mis l'année 2008, que plusieurs personnes à Joigny considèrent comme un effondrement, parce qu'en fait, Joigny est une ville où il y avait une grosse caserne militaire de plus de 1000 personnes, et en 2008, du coup, une décision nationale politique a fait que l'armée est allée dans le Grand Est, et donc c'était un effondrement pour la ville qui passe sous les 10 000 habitants, qui perd 1000 foyers d'un coup, qui perd plusieurs services publics, le tribunal qui ferme. Donc vraiment, ça a vraiment mis un gros coup dur à la ville, vraiment un effet d'effondrement, ressenti en tout cas par les gens qui étaient là et qui en parlent. J'ai mis l'année de 2021, pardon. C'est l'année du coup où la convergence des possibles a reçu la Fabrique des territoires. C'est un projet qui était insufflé par la mairie et par 6 collectifs citoyens très différents. Et pour moi, cette année, elle est aussi symbolique parce que entre 2008 et 2021, il y a eu pas mal de nouvelles personnes qui sont installées à Joigny, aussi des personnes qui étaient là historiquement, qui ont lancé des collectifs citoyens. Et cette année, la Fabrique des territoires, ça va quand même reconnaître ces initiatives, les formaliser et les structurer. Et la dernière année que j'ai mis, c'est l'année 2023, parce que la Convergence des possibles a organisé un atelier qui s'appelle une assemblée citoyenne avec des élus et des citoyens, qui reprend un peu le format de la Convention des citoyens pour le climat.
Et donc, cette année, elle est importante pour moi parce qu'elle montre là l'union à travers une action entre pas uniquement des citoyens, mais des élus, des citoyens, des entreprises qui viennent intervenir, les différents acteurs de la ville qui interviennent autour d'un même événement pour réfléchir au futur de la ville. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux juste nous citer les acteurs fondateurs de la convergence des possibles? On voit un petit peu le type d'acteurs qu'il y avait à l'origine. Ouais, alors il y en a 6 très différents. Donc il y a des acteurs historiques comme C3V, qui est le collectif des Trois Vallées. Donc ça, c'est un collectif citoyen qui est installé depuis les années 2000 en ville, qui s'était notamment mobilisé contre des projets de déchetterie et qui fait de l'éducation populaire. On a un Fab Lab qui s'appelle le Maillet. Joanie a aussi la chance d'avoir une coopérative fournisseur d'accès Internet qui s'appelle Scali, qui fait partie de ce projet-là. Donc déjà, vous imaginez, ces 3 acteurs, c'est des personnes différentes. Et après, il y en a 3 zones, 3 autres un peu plus jeunes. Il y a Renaissance Joanie, donc qui a vraiment vocation à recenser les différentes actions. Donc, un peu, enfin, la CDP maintenant fait un peu le rôle de ce que faisait Renaissance Joanie. Il y a la Caserne Bascule, qui est un tiers-lieu de vie collective et qui contribue aussi pas mal sur les actions du territoire. Et il y a le Château du Fay, qui est un château à 15 km de Joigny, qui est dans une dynamique et dans une réflexion de comment faire un château vertueux, avec aussi un esprit de communauté dans la saison basse. Merci beaucoup. Et du coup, Sandra, ça va être à toi. Je te rappelle du coup l'invitation. Tu as pu la digérer un petit peu, j'imagine, en entendant Louis et la fin de l'intervention de Céline. Je la rappelle quand même. Quelques mots sur toi. Et ensuite, 3 mots sur ton territoire, 3 adjectifs qui le caractérisent. Après, une caractéristique physique ou naturelle de ton territoire et un monument emblématique. Et puis on prend un peu de hauteur pour regarder l'écosystème en question, ses caractéristiques, ses acteurs et 3 dates clés. À toi le mic. Il faut que tu enlèves ton micro, là, on voit que tu nous partages déjà des choses, mais on a lu sur tes lèvres aussi ton exclamation. Je suis un peu déstabilisée parce que je suis vraiment dans un environnement qui était, enfin voilà, c'est improbable et j'ai pas de lumière, donc je vois même pas très bien mes notes. Strasbourg, territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. Moi, je suis agent de collectivité, donc je travaille au développement de l'ESS à la direction du développement économique depuis 14 ans désormais. Je venais du secteur associatif, ce qui compte dans le parcours. Donc Strasbourg, bien sûr, un territoire urbain avec alors les 3 caractéristiques que je donnerais à notre territoire, mais qui sont sur le versant ESS. C'est co-construction parce que, alors à la fois, moi, c'est pour faire ça que je suis venue avec les constats que j'avais pu faire dans le milieu associatif et avec des acteurs et une collectivité qui était, enfin des collectivités qui étaient prêtes à partager ce postulat et à expérimenter sur cette question de la co-construction. Ensuite, la coopération, parce que ça vient avec. Et puis l'humanisme, parce que à Strasbourg, on parle toujours de l'humanisme rhénan. C'est vrai qu'il y a une forte attention à l'humain, même si les Alsaciens passent parfois pour être froids, et je le dis pour ne pas être alsacienne à la base. Mais un vrai humanisme parce que quand on est adopté, on l'est pour longtemps. Et donc, je trouve que ça joue en termes de caractéristiques du paysage. Nous, notre histoire, celle du territoire 100% apprenant, ben, je vais peut-être la retracer, ce sera plus rapide au travers des 3 dates que je m'étais notées. Donc, juin 2018, on sort d'un programme européen
avec une vingtaine d'acteurs du territoire qui vont d'entreprises à agents de collectivités, réseau de l'ESS, comme on avait la CRES avec nous, bien évidemment des gens de la ville et de l'Eurométropole, puisque c'était l'Eurométropole et moi qui pilotions ce programme européen, des entreprises comme Ciel Bleu, la Régie des écrivains, qui est une régie de quartier et en même temps entreprise d'insertion, donc des acteurs de ce type-là, une vingtaine, et on est entré dans un programme européen sur le développement de l'innovation sociale, enfin, sur l'innovation sociale. Et donc, à cette époque, on a coécrit une stratégie et un plan d'action pour le développement de l'innovation sociale sur le territoire. Et donc, on a décidé de le co-gérer, d'où la deuxième date qui est avril 2019, où on reçoit officiellement notre labellisation French Impact, où on s'est imaginé que ça pouvait être une source de financement, ça l'a pas été beaucoup, et puis une source d'aide pour le développement de notre plan d'action, puisque voilà, on avait de belles idées comme de créer un incubateur collectif, etc. Et on avait besoin de financer tout ça. Au final, ça nous a pas forcément aidé sur ce sujet-là, mais ça nous a fait faire plein de connaissances. Et puis au bout d'un moment, on fonctionnait plus forcément très très bien avec ce cadre qui était quand même assez parisien, enfin en tout cas trop pour nous. On a décidé de plus se reprendre en main et notamment donc de reprendre ce qui était notre slogan d'origine. Et ça s'est passé en septembre 2022 pour nous appeler ce territoire 100% apprenant, sachant qu'entre-temps, et notamment avec la labellisation French Impact, ben, il y avait eu un dépôt de candidature, etc. Donc, ce n'est plus la collectivité qui a été porteuse du projet, mais une SIC coproduction qui représente les coopératives d'activité et d'emploi sur le territoire, mais en même temps qui se veut un peu une plateforme pour monter des projets innovants quand on en a besoin sur le territoire. Donc, coproduction, mais également ceux qui ont coporté du coup la candidature French Impact et qui aujourd'hui sont toujours les coporteurs de cette dynamique, territoire 100% apprenant, c'est la Régie des écrivains, Emmaüs Mundo, France Active Alsace, Active Action et donc coproduction avec une association quand même forte de la collectivité qui reste autour de la table. Voilà, 2022, c'est aussi le moment où on a embauché une personne pour porter plus en avant la dynamique puisque le bénévolat des uns et des autres ne suffisait pas. Je ne sais pas si j'ai tout dit. Un monument, forcément, je vais dire la cathédrale, c'est facile. Et sur l'approche, du coup, on n'est pas du tout, enfin, on n'est pas labellisé PTCE, on n'est pas dans une approche nationale, mais plutôt, voilà, dans une approche locale, parce que French Impact ne nous ayant pas vraiment convenu comme cadre, on a préféré, voilà, rester sur ce qu'on faisait au niveau local. Dans ce parcours-là, à signaler quand même que, alors je ne sais plus le nom de l'étude, mais la première étude du labo sur justement, je ne sais plus comment elle s'appelait, avec toutes ces études de cas là sur les territoires qui étaient sur la coopération. Enfin, pour nous, ça a été un peu une révélation parce que on s'est dit, bah, il y en a d'autres ailleurs qui se posent les mêmes questions que nous et qui cherchent comment mieux coopérer et ça nous a fait chaud au cœur. Voilà. J'en ai peut-être oublié, je ne sais pas. Non, tu as C'est été très bien. super. Et puis on aura l'occasion d'explorer justement en approfondissant plus particulièrement notre angle du jour. Et du coup, Michael, à toi la balle. Bon, merci pour ces présentations qui font un lien parfait avec du coup la suite de ce qu'on va se dire. L'idée là, c'est de revenir un peu sur comment vous avez un peu développé vos postures de coopération avec l'ensemble des acteurs qui ont participé à ces écosystèmes coopératifs territoriaux. Et peut-être au travers de deux questions, on peut essayer d'avancer sur ce sujet-là. Donc déjà, la première serait de vous demander comment vous avez réussi à fédérer ces écosystèmes, quels ont été un peu les freins, qu'est-ce qui a été une des réussites, pour qu'on comprenne un peu quoi, là, comment ils ont émergé et leur fonctionnement. Et peut-être pour aller un peu plus dans le détail, comment vous avez réussi à
est-ce que vous avez réussi à poser des cadres de coopération pour arriver à cette étude-là? Et comment vous avez créé le cadre de confiance entre les acteurs pour pouvoir coopérer? Des choses qui sont aussi beaucoup remontées lors de notre séminaire qu'on a fait la semaine dernière entre l'interchantier, donc des questions qui sont beaucoup revenues autour de la confiance. Donc voilà, si vous pouvez un peu développer cette question-là. Et peut-être pour démarrer, donc là je vous laisserai vous poser aussi des questions entre vous si vous voulez, à nos trois intervenants intervenantes. Peut-être Louis, si tu veux commencer sur ces questions-là. Yes, je vais essayer. Euh, du coup, côté coopération, la convergence des possibles, on a fait une formation qui s'appelle la formation PACO, qui est faite par Fertile. Je vous mettrai le lien dans le chat après si vous voulez en savoir plus. Donc, les 6 consortiums ont fait, qui était une formation importante parce que, comme vous pouvez l'imaginer, avec les différents acteurs, on a vraiment des profils très différents entre des personnes qui sont dans des châteaux, des personnes plus urbaines comme nous qui viennent et des militants qui sont là de la première heure dans la ville. On communique de manière différente, on a un langage différent et donc cette formation, elle nous a permis en tout cas d'avoir une culture et de se mettre d'accord sur la posture et la manière dans laquelle on avait envie d'échanger et de coopérer ensemble. Donc ça, c'était un des éléments vraiment structurants dans le cadre de confiance. C'est un élément qui est toujours important parce que plus le public s'élargit et plus les audiences s'élargissent, plus il est important de redéfinir ce contexte et de prendre du temps pour le présenter aux personnes. Par exemple, sur le projet d'assemblée citoyenne, il y avait des temps dédiés avec des personnes qui étaient là pour vraiment faire de la facilitation dédiée. Donc, c'est aussi la deuxième chose, je pense que c'est vraiment prendre le temps de le faire et définir des rôles des personnes qui vont être garantes de faciliter et d'animer ce cadre de coopération et de confiance. Voilà sur les différents travaux. Et après, je pense que pour fédérer, il y a eu plusieurs périodes au niveau de la CDP. La première, c'est quelque chose qui est qui est pour moi qui est essentiel parce que c'est un projet qui est d'initiative citoyenne, mais en fait, c'est d'organiser des apéros, des repas, c'est d'avoir des temps informels. Depuis pas mal d'années maintenant, il y a un apéro mensuel, par exemple, qui est organisé où tout le monde est bienvenu pour présenter ses projets, partager son commun, etc. Et le label Fabrique des territoires, il a permis du coup d'avoir des personnes qui vont être en charge de la coordination. Donc ça, c'est important. Et du coup, qui permettent maintenant dans la coopération d'avoir des gens qui sont dédiés pour rendre visibles les actions, donc via une infolettre. Aussi, ces personnes-là vont avoir un rôle d'avoir un accompagnement individuel ou collectif auprès de différentes personnes. Et dernier axe de coopération qui est en train d'être mis en place entre les différents acteurs et qui a été très long à mettre en place, c'est la gestion et la mise à disposition de communs. Donc, par exemple, il y a eu un travail qui a été fait pour mettre un commun avec toutes les actions de communication qui peuvent être faites, tous les acteurs. Il y a un agenda commun. Judith, Judith, qui est une des coordinatrices, elle est en train de faire un des annuaires de financement commun. Voilà, donc il y a toute cette réflexion sur les communs. Nous, on a plusieurs enjeux, par exemple, au niveau des mises de normes ERP. Donc, le fait d'avoir un groupe de discussion, ça permet par exemple d'avoir une réunion tous les 3 mois pour que chacun dise où il en est. Donc, aujourd'hui, on est dans ce travail sur les communs. Voilà à peu près où on en est aujourd'hui. Est-ce que Céline ou Sandra, vous avez envie d'interagir avec ce qui a été proposé? Est-ce que ça répond, ça renvoie à ce que vous avez vécu pendant le processus de mise en place de la coopération? Voilà, je vous laisse enchaîner. Je peux y aller, même si là, les enjeux et l'histoire est pas la même, mais tu as dit les personnes en charge de la coopération, et je pense qu'effectivement, il y a un sujet autour de l'animation de la coopération. Ça aussi, c'est un des enjeux qu'on a fortement dans les chantiers coopératifs. Mais je pense que c'est aussi un des points fédérateurs. Donc, dans l'histoire du phare, là où ça diffère, c'est qu'effectivement, la coopération s'est faite autour d'un bâtiment, porté par un propriétaire qui était associatif qui s'appelait Alage. Et en fait, toute la première période que je décrivais, on était plus sur presque de la cohabitation. Ça n'avait pas été jusqu'au bout. Par exemple, tout bête mais très marquant, c'est que chaque association avait son propre compteur électrique. Il n'y avait pas de mutualisation
au-delà de ce bâtiment. Et un des points bloquants à la coopération dans ces années-là, c'était la posture de propriétaire face aux locataires. Et un des cadres de confiance, moi, que je mettrais à ce moment-là, c'est la création de la SIC, qui a permis en fait de sortir l'association à l'âge de sa posture de propriétaire face aux locataires pour remettre tout le monde au même niveau, puisque la SIC était devenue locataire d'Alage et qu'Alage avait un contrat de prestation avec la SIC au même titre que les autres associations et structures présentes dans le bâtiment. Donc en fait, il y avait aussi une symbolique à casser, la symbolique du propriétaire locataire, en l'occurrence au phare. Et après, je ne vais pas reprendre ce que Louis a dit, mais il y a effectivement les sujets de temps informel. C'est des choses aussi qui ont été portées et testées au moment où il y avait des personnes en charge de la coopération. Et c'est vrai que c'est aussi le sujet financement qui va avec. C'est que en 2013, donc, le phare a été largement financé dans le cadre des pôles territoriaux de coopération économique à travers la région, l'État, le département, l'intercommunalité, donc à tous les échelons territoriaux. Et c'était des financements qui couraient sur 3 ans et en fait qui a permis d'avoir des gens en charge de la coopération, d'animer cette partie-là. Et puis un autre point aussi que je lis en filigrane chez Louis, c'est qu'il y avait des projets communs. Il y avait des gens qui étaient en capacité aussi d'animer les choses pour créer des projets communs entre les coopérateurs. Et ça a aussi pas mal fédéré et construit la coopération. Mais une fois le financement parti, c'est là où c'est devenu plus compliqué. Et là, voilà, il y a un peu ce truc du projet fédérateur au phare. Et donc, le futur projet, c'est l'agrandissement du bâtiment. Mais ça passe aussi beaucoup par ça, par le côté se retrouver autour d'un projet et d'un projet commun. Merci. Est-ce que Sandra, tu te retrouves dans ces discours-là? Est-ce que tu as d'autres éléments que tu veux apporter pour illustrer un peu comment la coopération s'est créée autour du territoire de Strasbourg? Alors, bien sûr, l'histoire est différente, mais il y a des points communs sur la question de la coopération, de la confiance. Nous, paradoxalement, chez nous, comme il y a eu plusieurs phases, comme vous l'avez vu avec les 3 dates, parce que ça a été vraiment 3 phases différentes, avec presque des pilotages différents, mais toujours un collectif commun. Mais avec autour de ce collectif, et ça, je pense que c'est peut-être quelque chose de différent par rapport aux autres, je ne sais pas, un collectif qui a varié et qui nous a posé souci. Parce que je pense que, enfin, ça arrive chez vous aussi, quand parfois on a un équilibre dans un groupe, et puis il suffit qu'une personne change, que ce soit pas une même personnalité, qu'elle vienne avec des idées complètement différentes sur un même objet, qui est celui, voilà, nous en l'occurrence, le développement de l'innovation sociale par la coopération, et qui finalement bouscule, peut mettre les autres en difficulté, ou en tout cas, susciter des réactions différentes. Et nous, actuellement, on est beaucoup dans cette phase-là, qu'on a un peu d'ailleurs du mal à surmonter, parce que ça a quand même, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait recruté une salariée, et ça a quand même en grande partie provoqué son départ, parce que bien évidemment les frictions ont suscité des malaises, des discussions plus animées qu'habituellement. Et là, on s'est aperçu que finalement, il y avait, dans notre cadre de coopération, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas écrites. Alors, est-ce que l'écrit permettrait de dépasser tout? Je n'en suis pas sûre. Mais en tout cas, on s'est aperçu que les personnes nouvelles qui étaient arrivées en cours de route avaient projeté des, des choses complètement différentes sur la manière dont on devait coopérer, enfin dont on souhaitait coopérer. C'est-à-dire que, voilà, il y avait des
des espaces de travail, notamment un sur l'incubateur, qui devait être ouvert, qui devait être piloté par une structure. Et puis en fait, elle a monté un peu son truc dans son coin en coopérant avec d'autres. Alors c'était de la coopération, mais ce qui nous est apparu comme ne respectant pas le cadre commun. Alors qu'en fait, probablement, c'était juste, on n'avait pas la même projection de l'endroit où on coopérait. Et donc, ça, c'est un élément de difficulté qu'on vit actuellement et que j'aime bien souligner sur la question de la posture. Après, alors, ce n'est pas tout à fait la posture, mais il y a aussi la question de la place de la collectivité. Qui peut être, alors je ne sais pas comment elle est ailleurs, mais le problème d'une, entre guillemets, hein, et j'utilise le mot à dessein, d'une collectivité qui veut coopérer, c'est que faut jamais oublier que la collectivité, elle est aussi financeur et qu'à un moment donné, la posture de coopération n'est pas la même posture que celle du financeur. Et pendant très longtemps, chez nous, ça a été aligné. Et il s'est retrouvé quand même un moment où ça ne l'a plus été parce que cette expérimentation, aujourd'hui, il n'y a plus que notre collectivité qui la finance. On avait eu un peu de sous de l'État, va peut-être y avoir un peu de FSE, mais c'est essentiellement la collectivité qui finance. Sauf que quand on s'est retrouvé avec des problèmes de coopération, avec des projets qui émergeaient avec lesquels le groupe n'était pas en accord, à un moment donné, nous, on a eu un avis qui est l'avis de nos élus et de notre collectif d'élus derrière, qui n'était pas tout à fait la même que celle d'un projet. Et là, j'ai dit, je pose ma casquette de coopérateur dans l'expérimentation et je prends ma casquette de financeur et je vais dire les choses autrement. Et là, du coup, ça pose la place de la... C'est un peu la posture, mais c'est pas tant que ça la posture, parce que ma posture, elle change pas, celle de toujours être à l'écoute, d'essayer de faciliter, d'essayer d'ouvrir les portes, même de trouver des financements, même parfois de rédiger des demandes de financement pour le compte du collectif. C'est pas cette question-là. C'est la question qu'à un moment donné, il y a quand même cette place de financeur et du coup, ça remue. Je vais m'arrêter là peut-être. Oui, mais tu me fais une. J'entends Brigitte qui réagit. Je ne sais pas si elle veut s'exprimer. Non, mais Moi, juste pour réagir, je trouve que ce que tu amènes là, c'est la question des rôles et fonctions qu'on a toutes et tous. C'est que on a, et si je reprends l'exemple du phare, comme je disais, aujourd'hui, c'est une SPIC avec 3 co-gérants qui viennent de structures différentes et se pose toujours la question de l'intérêt du phare, l'intérêt de l'association individuellement et les relations interpersonnelles aussi qu'il y a. Et je pense que entre les différents rôles qu'on a, les différentes fonctions qu'on a, nos propres comportements et identités, ça fait beaucoup de paramètres à prendre en compte dans la coopération. Et je pense que ça peut faire aussi le lien avec une question qui a été posée par Fannali sur le chat. Quel est un peu, on parlait de la place là de chaque acteur. Comment vous, alors la question c'était donc la fonction d'animation de la coopération est-elle portée par une des structures membres ou est-ce que c'est une animation tournante? Est-ce qui peut-être faire évoluer un peu la place de chacun dans cette animation? Et ce qui aussi interroge beaucoup la démarche de chantier coopératif. Donc ça pourrait être intéressant d'avoir votre éclairage sur comment ça a fonctionné entre vous. Comme je l'ai dit, là, c'est aujourd'hui, il y a une SIC qui pilote la partie interne du phare. Mais cette SIC, dans la cogérance, il y a le directeur d'Alage, donc qui est propriétaire du bâtiment. Il y a Études et Chantiers, qui est une grosse structure d'insertion pour laquelle je suis présidente. Et puis Julien Neyers, qui est aussi dans les chantiers coopératifs, qui est fondateur de Métropop, qui est une autre association et qui est par ailleurs à son compte. Et donc là, aujourd'hui, c'est un collectif de 3, mais la question propriétaire, elle revient en fait par le fait qu'il y a une volonté d'augmenter
la surface du phare et qu'à un moment donné, la question, c'était est-ce que c'est la SIC qui porte ce projet d'aménagement et est-ce que ça permet d'aller un cran plus loin en étant copropriétaire à plusieurs de ce bâtiment. Donc il y a une foncière qui est arrivée aussi dans l'histoire parce que c'est pas des gens qui sont en capacité de porter des projets immobiliers d'envergure de cette manière-là. Voilà, c'est des associations d'insertion plutôt. Et en ça, on n'a pas pu le faire en fait, parce qu'à un moment donné, c'était aussi des questions financières, de fonds propres des associations, de capacité financière des uns et des autres pour pouvoir participer à cette copropriété. Et donc, voilà, ce qui fait qu'en fait, malgré tout, il y a à l'âge, même si c'est une SIC et que c'est une personne une voix, il y a quand même ce rôle de propriétaire qui revient à des moments un peu clés et qui distord un peu la place des uns et des autres. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres, Sandra et Louise, que vous voulez intervenir et effectivement, c'est vrai que Cécile Malo de la Fondation de France nous rappelle que donc, le thème, c'était aussi le fil rouge, c'était aussi le prendre soin. Et à l'intérieur de ces coopérations, voilà, comment on arrive à prendre soin à la fois des personnes et du commun qui s'est créé pour éviter du coup les souffrances. Donc voilà, si Louis ou Sandra voulaient intervenir sur ce sujet-là. Ouais, mais je veux bien prendre sur un peu déjà le premier jeu qui est le temps des enjeux un peu on va dire, de pouvoir et de liens de coopération. Ça a mis beaucoup de temps à Joigny. Le projet s'est lancé en 2021 et je pense que ça met vraiment du temps. Je pense que pour la convergence des possibles, il a fallu à peu près 2 ans et demi à 3 ans, je dirais, pour réussir à bien identifier, définir sa place, que ce soit prêt, que ce soit précis et compris par l'ensemble des acteurs. En tout cas, ça l'est plus. Donc, je pense qu'il y a vraiment besoin d'un enjeu de temps parce qu'il y avait un peu un enjeu quand même de pouvoir côté convergence des possibles, vu que c'est eux qui avaient fabriqué du territoire, donc c'est quand même eux qui ont cet argent en coordination à mettre en place. Voilà, donc ça a mis du temps pour savoir quelle initiative, et c'est toujours des fois le cas, il y a encore des frictions des fois entre des initiatives qui peuvent être citoyennes et puis qui vont rentrer en collision avec des initiatives qui étaient en cours par la convergence des possibles. Donc ça met du temps et c'est l'échange, je pense que c'est l'enseignement principal. Voilà, en tout cas, c'était ça que je voulais dire sur la coopération. Et ce qui permet de maintenir la coopération, c'est quand même d'avoir des salariés et des gens qui peuvent s'engager sur du temps long et qui sont dédiés quasiment à temps plein dessus. Parce que le bénévolat, pour aller sur le soin, il peut être très demandeur. Et une des difficultés sur le côté prendre soin des écosystèmes comme celui qui est à Joigny, donc qui est très dense, très intense, c'est la surcharge de demandes. C'est la surcharge de messages, c'est la surcharge de canaux d'information. Et c'est ça qui va pouvoir fatiguer beaucoup de personnes, je pense. Et donc, d'où le rôle clé quand même d'avoir des éléments, je sais pas, un peu structurants et des communs comme un agenda ou une infolette qui font qu'il n'y a plus qu'un document et ce n'est pas 10 réunions ou 15 canaux. Est-ce que Sandra, tu veux ajouter quelque chose? Oui, je veux bien compléter sur la fonction d'animation. On parlait du rôle des salariés et effectivement, je crois que c'est quand même très facilitant. Tout le monde a des agendas généralement bien complets. Enfin, en tout cas, c'était le cas avec beaucoup de dirigeants d'entreprises qui étaient directement impliqués. Alors, avec peut-être en dessous une difficulté à déléguer, mais ça, c'est un autre sujet dans leur structure. En tout cas, le fait que la fonction d'animation, elle soit portée par une structure et par une salariée, chez nous, ça a été facilitant. Après, alors facilitant et ça crée bien sûr des effets qui ne sont pas que des effets positifs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde se décharge un peu trop sur la personne salariée. Et justement, ça peut aboutir, et c'était une des deuxièmes questions qui était posée, à de la souffrance. Parce que quand on porte la coopération entre tout un tas d'entités et que justement on la porte sur un temps long, le fait
de pas toujours avoir du répondant en face parce que les gens sont surbookés, de pas pouvoir monter toutes les réunions qu'il faut monter, de porter un peu trop les projets par rapport aux autres coopérateurs, ça peut, voilà, ça peut susciter des tensions. En tout cas, nous, ça a été le cas. Et bien qu'on soit plusieurs à avoir soutenu la salariée dans ce cas-là et avoir pris en charge une partie du travail, il s'est trouvé que c'était pas suffisant en termes de motivation pour la personne. Et là, je crois que le prendre soin, il est important et que, je sais plus, plusieurs ont parlé vraiment du cadre de coopération. Je pense qu'en fait, c'est vraiment un des éléments clés, à la fois sur le cadre en tant que règle du jeu commune qu'on se donne, mais aussi en tant que posture qu'on porte parce qu'on cherche à coopérer. C'est, c'est vraiment une des clés. Je vous remercie. Je vous propose peut-être qu'on passe au troisième temps d'échange. Lélio, je te redonne, enfin, je te repasse le relais. Si je peux juste dire avant Merci qu'Elio beaucoup. Moi, reprenne la j'aurais main. quand même une petite. Oui, Oui, je voulais juste vas-y. dire parce que J'ai une je vais. question qui fait le fil, mais à toi. À toi, Donc, vas-y, on t'écoute, Sandra. excusez-moi, je voulais juste dire que je serais obligée de partir en avance. Donc voilà, je voulais m'excuser en avance parce que je voulais pas couper la séquence. Voilà, pardon. Pas de problème. Est-ce que tu as un horaire précis à nous partager? Normalement, on risque de m'appeler à 14 heures. Donc j'essaie de grappiller, mais voilà. Aux D'accord. alentours. On fera avec les inconvénients du direct, comme on dit. Désolée. Moi, j'aurais juste une petite question de lien pour savoir si et comment vous avez mobilisé des formations ou des outils, plus particulièrement des référentiels. Louis nous a partagé que l'ensemble des acteurs avaient suivi une formation. Du coup, je l'ai retrouvé et je l'ai mis dans le chat. Est-ce que très rapidement, Sandra et Céline, il y a eu ce genre de mobilisation d'intervenants, de formateurs ou de référentiels autour du cadre de coopération pour l'ensemble du collectif? Alors moi, j'y ai pas participé parce que j'étais avec une autre casquette à l'époque, mais je sais que la construction de la SIC a amené voilà, beaucoup de temps d'accompagnement pour justement construire cette SIC en correspondance avec le projet, enfin ce qui était porté derrière. Donc à ce moment-là, oui, il y a eu tout un accompagnement. Et je sais aussi par ailleurs que là, justement, il repose ce cadre de confiance puisqu'il y a un DLA qui va commencer là sur cette question de la coopération au sein de la SIC du phare et de la question de la gouvernance de la SIC. Donc voilà, c'est une nouvelle étape d'accompagnement. Mais en tout cas, c'est pas passé à ma connaissance par de la formation collective. Je pense que chacun s'est formé à des endroits différents. Parce que je sais qu'à l'époque, Stéphane Berdoulet d'Alage, il était au CNAM sur les formations entrepreneuriat social, que voilà, Myriam d'études et chantiers et moi, on a fait la formation sur l'initiation à la maturité coopérative de l'Instercop. Donc voilà, je pense que chacun est allé chercher des choses, mais ça n'a pas été collectivement fait, à ma connaissance, si ce n'est au moment de la création de la SIC. Nous, c'est pareil, il n'y a pas eu de formation collective en tant que telle. On a fait des temps de travail spécifiques sur les questions de coopération animés à la fois par Stéphane qui, lui, a une formation solide sur les questions de coopération et par une facilitatrice qui était extérieure au projet et à qui on a demandé une prestation pour ce Merci, faire. Sandra. Mais Pardon? Pardon? Non, je pense que tu peux Non? continuer, Sandra. On a des petits bugs avec les lieux de connexion. Je pense que c'était un bug de son, donc tu peux continuer. Ah, d'accord. Donc, on m'entend, oui? Oui. Oui, voilà. Oui, on t'entend Bah, super bien. d'accord. Bon, j'avais presque fini parce que du coup, mais par contre, je pense que la formation, enfin, c'est
chez nous, c'est un peu une question qui se pose, je pense, parce qu'effectivement, une formation, ça crée aussi de la cohésion et ça crée du commun. Et qui est du commun, qui peut pas forcément être irritant, je pense. Donc je pense que c'est important, dans ce type de démarche. Est-ce que Lélio, tu nous entends? Ah, chez moi, il est figé Oui, les je pense qu'il a dû avoir un petit bug. Du coup, je vais peut-être prendre le relais sur un peu un troisième temps, même si ça avait déjà amené quelques éléments sur cette question-là. Vous m'entendez? Oui, Ouais, c'est bon. On voulait, du coup, avec Lélio, parler sur un troisième temps un peu des étapes clés de la coopération. Revenir un peu sur tout ce qui est, enfin, tout ce qui est résilience autour de la coopération. Depuis, enfin voilà, essayer de revoir un peu ce que vous avez dit, un peu les dates au début clés et qu'est-ce qui a fait que la confiance s'est créée, qu'est-ce qui a fait que la coopération est intervenue. Sandra l'a un peu abordé, mais qu'est-ce qui aussi fait que des fois il y a des difficultés et que ça met en difficulté des personnes dans la coopération. Et peut-être pour aborder ce troisième temps, peut-être Sandra, je te laisse commencer si tu dois nous quitter prochainement. oui, mais je sais plus, où on en est du coup, parce que, comme je suis déjà fatiguée de ma semaine, j'ai plus retenu le début de ce que tu disais et comme j'arrive pas à relire, parce qu'il y avait un mot qui me parlait dans ce que tu disais, j'ai voulu rebondir là-dessus, mais je l'ai oublié en cours de route. Peut-être la résilience autour de la coopération. Non, c'était la question du démarrage, ce que tu as dit au tout début sur, ah oui, sur ce qui a créé la confiance. Exactement. Euh, ouais, voilà, c'était là-dessus que je voulais rebondir, excusez-moi. En fait, nous, c'est là où il y a un processus long, mais qui est plus territorial, c'est la confiance qui s'est créée entre les acteurs du territoire et notamment par le biais en partie, hein, parce que c'est pas que ça, d'une instance informelle qu'on a sur notre territoire qui s'appelle le Conseil de l'ESS, où c'est à la fois un endroit où tout le monde brasse ses relations, qui est, sa mission, c'est surtout le dialogue et la co-construction de la politique publique de l'ESS sur le territoire, mais c'est aussi devenu un endroit où on se rencontre, où on travaille ensemble. Et le fait de travailler sur la politique publique, ben, ça permet aussi aux gens de se rencontrer, de se dire qu'ils ont des choses en commun à faire. Et chez nous, ça a été un terreau favorable de confiance parce que les acteurs se savent écoutés par la collectivité et par le territoire, et ils savent qu'ils ont des espaces de rencontre, un espace de rencontre qui est neutre. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout imaginé au départ quand on a lancé ce conseil, c'est que, ben, voilà, parfois, du coup, bah, excusez-moi, c'est pas mon appel. Du coup, parfois, voilà, ça crée un espace neutre entre les personnes et qui, du coup, bah, favorise la coopération, tout simplement. Donc, et après, si j'essaie de répondre sur la résilience, je ne sais pas, c'est quelque chose que je ne sais pas bien juger, la résilience. C'est un mot que j'ai eu beaucoup de mal à m'approprier et maintenant que je l'ai approprié, je sais pas forcément. Enfin, je vois bien qu'il y a des gens qui le sont parce qu'ils sont parfois. Bah, parce que même dans l'ESS, on a parfois aussi de la violence, il faut dire ce qui est. Et et il y a des gens qui arrivent à passer outre ça pour rester dans la coopération. Je trouve ça admirable. Moi, j'y arrive pas forcément. Est-ce que Voilà. Céline ou Louis, vous voulez rebondir sur ce qui vient d'être dit? Ouais, moi je veux bien rebondir sur quelque chose sur lequel j'ai pas beaucoup insisté, mais qui est très fondateur dans l'histoire du phare, c'est l'île Saint-Denis en fait. Comme je disais, c'est un territoire qui est quand même très atypique. Et l'histoire du phare, elle est très liée à un groupe de militants qui a accédé finalement aux élections, puisque voilà, le maire de l'île Saint-Denis pendant des années, Michel Bourguin, c'est celui qui a créé le phare et à l'âge. Donc il y a
un lien assez fort entre ce projet et ce territoire. Et puis, plus globalement, l'île Saint-Denis s'intègre dans une agglomération qui est pleine commune, qui a pour principe, enfin, qui a eu pour principe très très tôt de se construire autour d'une coopération territoriale très forte, où il y avait un collectif de maires et une vraie volonté que ce territoire y soit sous une bannière coopérative. Donc en fait, je pense que l'environnement a aussi créé une volonté de coopération assez forte dans l'histoire du phare en général. Et donc, c'est un territoire qui est lui-même résilient, pour reprendre le terme, hein, parce que l'île Saint-Denis, c'est quand même l'endroit où tous les déchets d'Haussmann ont été mis. C'est une île qui n'aurait pas dû exister, en fait, hein. C'est une île qui est construite à partir de déchets urbains. Donc, l'histoire même de la ville est dans un cadre de résilience. Donc, aujourd'hui, le phare, il est aussi le maire actuel, Mohamed Yambali, a monté son projet associatif au sein du phare. Donc, en fait, il y a beaucoup d'interactions entre le territoire et le collectif. Et donc, ça amène aussi sans doute un appui assez fort quand il y a des soubresauts. Donc là, typiquement, on est plutôt dans une période où il y a des difficultés. Et c'est en ça où je disais la collectivité, là, va rentrer au capital de la SIC. C'est aussi une manière de la renforcer, y compris financièrement, euh, face aux difficultés de portage d'un énorme projet et d'un collectif qui peut quelquefois aussi s'épuiser. Et j'en viens à la question de la souffrance à laquelle je n'ai pas forcément répondu tout à l'heure. C'est que c'est beaucoup porté par des gens qui ont effectivement différentes casquettes. Et à un moment, voilà, c'était une expression, on a dit t'as plus des casquettes, mais un sombrero. Et je pense que c'est un petit peu le sujet, c'est qu'en fait, pour porter les coopérations, quand on a cette posture de coopération et de faire avec les autres, on se retrouve souvent dans de multiples projets et avec des intentions, des volontés, des choses qui quelquefois sont croisables et où il n'y a pas de difficulté, puis où des fois on n'est pas tout à fait aligné entre les différents projets dans lesquels on intervient. Et pour moi, il y a une vraie question autour de la question du leadership. C'est que il y a tendance dans ces projets aussi à ce qu'il y ait une personne un peu en tête de pont. Et donc ce leadership, il n'est pas toujours partagé. Et pas forcément pour des questions personnelles, hein, de posture personnelle, mais aussi parce que ça rassure tout le monde d'avoir une sorte de personne un peu identifiée qui va porter le collectif. Et c'est très épuisant pour cette personne en l'occurrence. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi dans la coopération à reposer la question du leadership de manière à ce qu'il soit réellement partagé, puisque c'est pour moi, un des critères de la coopération, c'est que justement, on est dans un leadership qui soit plus partagé. Oui, je vois que Louis, tu as allumé ton micro, je te laisse enchaîner. C'était juste pour peut-être un peu compléter et voir moi ce que je vois à Joigny. Je pense qu'en effet, l'aspect neutre, il est assez important parce qu'à la base, Joigny, ça part quand même d'une initiative citoyenne et donc ce qui a aussi beaucoup créé la confiance, c'est le fait qu'il y ait une dynamique d'entraide qui se crée naturellement entre les personnes. Et typiquement, pour revenir sur l'idée de neutre, à chaque fois qu'il y a un apéro mensuel qui est organisé, à chaque fois, c'est dans un lieu différent. Donc ça, c'est quand même un vecteur de confiance d'inviter les gens et que ce ne soit pas tout le temps au même endroit pour montrer les différents projets. Et après, ce qui a aussi créé la confiance, c'est aussi les éléments un peu extérieurs et les opportunités qui arrivent notamment via les financements qui vont demander au groupe de se rassembler. Et c'est aussi dans ces moments-là où il va y avoir des distensions parce que vu qu'une grande majorité des personnes sont bénévoles, là, il y a un écart entre le temps qu'on peut allouer au projet, entre des gens qui vont pouvoir y allouer 15 heures par semaine et d'autres qui vont pouvoir y allouer 2 heures par semaine. Et là, ça pose des grosses questions sur la coopération, comment on prend l'avis de quelqu'un qui a passé 2 heures, comment on prend en compte l'avis de quelqu'un qui a passé 10 heures, qu'il connaît sur le bout. Est-ce que je suis légitime si je ne suis pas d'accord, est-ce que je vais le mettre parce que je vais m'exprimer parce que j'y ai passé beaucoup moins de temps sur le projet. Donc, c'est ces enjeux-là
de disparités dans le temps d'implication du projet, je trouve, sont très difficiles pour réussir à créer la confiance. Et je ne suis pas sûr qu'on ait encore trouvé la solution, en tout cas à Joanie par rapport à ça. Voilà ce que je voulais rajouter sur les petits éléments par rapport à ça. Et le rôle de la collectivité est aussi important à Joigny parce que ce n'est pas une collectivité qui a vraiment les moyens de pouvoir financer les projets. Enfin, la collectivité est régionale un peu, mais il est quand même important parce qu'on a une politique de la ville qui va quand même soutenir ces initiatives, qui va mettre à disposition, qui a permis quand même aux associations de se mettre en relation avec les différents acteurs, à la fois historiques, mais les écoles, le conseil départemental, tout ça. Donc le rôle de la collectivité, il est quand même important, même quand il n'est pas financier. Il est quand même super important dans l'aspect mise en relation des acteurs, parce que en fait, c'est quand même la ville qui a la vision la plus large des acteurs et qui n'est pas forcément victime d'un effet de bulle, ce qui peut être le cas sur des acteurs associatifs. Alors juste avant de peut-être passer la parole à Julie Chabot, si Sandra, tu es encore là quelques minutes, on a pas mal parlé du rôle des collectivités. Il y avait aussi une question de Brigitte Corinthios sur est-ce que l'entrée des collectivités, c'est aussi la reconnaissance de la valeur territoriale qu'apporte ce collectif sur le terrain? Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Est-ce que si vous êtes rentré dans cette coopération, c'était pour aussi donner un peu plus de valeur au travail qui est fait sur le territoire et pour l'aider à se développer? Oui, je crois qu'on peut le résumer comme ça. J'ai aussi bien apprécié ce que disait Louis, le rôle d'une collectivité, enfin en tout cas tel qu'on le conçoit à Strasbourg, c'est vraiment ouais, c'est d'agir collectivement. Enfin, le territoire, c'est presque une personne en fait. C'est-à-dire qu'il a ses caractéristiques qui ne sont pas forcément la caractéristique de telle ou telle entité. Et le fait d'agir collectivement lui donne, oui, une valeur. Par exemple, au départ, quand on a parlé des mots-clés, je parlais de la co-construction. En fait, la co-construction, c'est quelque chose qu'on a voulu pratiquer. Et puis finalement, un jour, on s'est aperçu pardon, que c'était aussi l'image qu'on renvoyait et que quelque part, c'était devenu la posture du territoire. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que c'est pas forcément partagé par tous, y compris dans la collectivité, et notamment dans l'administration qui, voilà, qui joue aussi un rôle particulier. Et dans ce que disait Louis et que je trouve très vrai, il y a le fait que une collectivité, en fait, elle peut être, et ça n'a rien à voir avec les financements, hein, par son attitude et par son appui ou son désaccord, elle peut être complètement un appui au projet comme elle peut être complètement destructrice. Moi, des fois, quand j'entame de travailler avec une personne, ben, je sais qu'on a des chances d'aboutir. Quand j'entame de travailler avec un autre collègue de la collectivité, je me dis, purée, on est mal parti parce qu'il m'a déjà planté un projet. Donc, voilà, il y a cette image du territoire, il y a l'appui du territoire et il y a effectivement une coloration qu'on donne au territoire. Après, voilà, il y a les gens, il y a les gens derrière, quoi. Et le fait que, par contre, ce soit une posture un peu territoriale, ça engage quand même. Ça engage les gens qui veulent travailler sur notre territoire. Par exemple, les nouveaux projets qui arrivent ou certains nouveaux projets qui naissent, soit ils viennent pour ça, parce qu'ils se sentent accueillis, accompagnés et en tout cas qu'ils sentent de la bienveillance, soit ils se disent: «On a envie de participer ça» et du coup, au fur et à mesure, ça renforce. Voilà. Et pour l'instant, je négocie encore de rester, en fait, j'ai rendez-vous avec un élu et pour l'instant, là, il m'a dit: «Il mange». Donc j'ai tant qu'il mange, j'ai le temps. Bon, c'est vrai qu'il mange encore 20 minutes. Céline, je t'ai vu acquiescer de la tête. Est-ce que peut-être tu veux faire un petit mot de la fin sur cette séquence avant qu'on puisse passer la parole à Julie? Oui, bah après, moi je suis une ancienne fonctionnaire, donc je vois bien de quoi Sandra parle aussi, hein. Parce que ça a été longuement mon lot, voilà. Et quand je disais tout à l'heure, voilà, moi, mon rôle dans le phare, il a commencé, j'ai rencontré l'équipe du phare, le collectif du phare, quand je portais la politique des pôles territoriaux de coopération économique pour la région Île-de-France. Et donc, bah, effectivement, ma façon
d'être une agente territoriale, c'était d'être dans la facilitation. Tu as employé le mot Sandra, mais c'est comment je peux faciliter. Quelquefois, on pouvait financer, quelquefois pas. Mais quand on ne peut pas financer, qu'est-ce qu'on peut accompagner? Et c'est vrai que en plus, la particularité de l'économie sociale et solidaire, c'est un peu comme la politique de la ville. C'est que il y a ce qui est le budget propre, et puis après, il y a les budgets de toutes les autres politiques plus thématiques qu'on peut mobiliser. Donc, moi, c'était un des sujets, c'était comment on se regroupe aussi entre agents pour identifier quel est le meilleur véhicule financier qu'on peut utiliser par rapport à tel ou tel projet, et là où il y aura plus d'écoute de l'élu aussi, hein, parce que dans la collectivité, il y a les élus, il y a les agents, et souvent, il y a aussi des visions et des façons de voir les choses qui sont différentes avec leurs propres contraintes et leurs propres intérêts. Donc, c'est à la fois une personne, comme tu disais, Sandra, mais c'est à la fois de multiples personnes derrière. Donc, il faut jouer avec ces enjeux-là. Et donc, pour répondre à une des questions de Brigitte, typiquement le phare, donc il y avait cet enjeu. Moi, je savais que le financement, il n'ira pas plus de 3 ans. Donc, il y avait un enjeu de comment on peut faire pour sécuriser le modèle économique de la SIC. Donc, il y avait ce bâtiment qui était déjà un premier appui qui durerait dans le temps. Mais il y avait aussi comment les projets, on peut les développer. Et au sein du phare, il y avait une question des poursuites de parcours de l'insertion. Et il y avait aussi un enjeu. Alors, je ne sais pas où ils ont été chercher ce sujet-là. Je pense qu'ils étaient jeunes et avec les couches un peu encore. Du coup, c'était l'idée de faire de récupérer les couches pour en faire du compostage, etc. Donc, en fait, les Alchimistes, qui est une société aujourd'hui, une SAS, est née de l'équipe du phare qui s'est retrouvée entre à l'âge études des chantiers de France et puis Kenzo Sato qui était indépendant sur des questions techniques puisque c'est un ingénieur. Ils se sont mis autour de la table en disant qu'est-ce qu'on peut faire sur cette problématique de couche et qui permettrait demain d'être des suites de parcours pour nos salariés en parcours. Et donc, c'est né de là. Et donc, moi, en tant qu'agent de la région, c'était comment moi j'accompagne ça, qui peut être un projet qui demain permette aussi de créer un autre modèle, etc. Et donc, on est passé par des outils d'innovation sociale et puis après par les politiques déchets. Enfin, voilà. Et c'est tout l'enjeu aussi au niveau des collectivités d'identifier les facilitateurs, en fait. Voilà. Et je pense que c'est le rôle de la collectivité, elle est à plein d'endroits à la fois. Et souvent, le conseil que je donnais, moi, c'était aller voir l'élu et l'agent. Ne ciblez pas que l'élu. Parce qu'en fait, les agents, ils ont un pouvoir soit de frein, soit d'amplification non négligeable. Voilà, c'était juste pour répondre, pour compléter sur cette partie-là. Merci beaucoup. Du coup, je vous propose de passer à un autre temps. Est-ce que Julie, tu pourrais essayer, avec ce que tu as entendu, pas de faire un mot de la fin, mais un peu de revenir sur des éléments autour justement du prendre soin dans les coopérations. On en a un peu parlé, mais c'est vrai qu'on n'est pas allé dans le fond du détail. Donc, si tu as des éléments à nous apporter sur ce thème-là. Est-ce que vous m'entendez bien là? Super. Ça va? Bon. Bon, mais déjà, merci pour ces témoignages. C'est assez riche. Alors, effectivement, peut-être quelques rebonds sur ces questions du prendre soin, en vous disant un peu quand même d'où je parle pour faire ces rebonds-là. Moi, je viens de 20 ans d'action publique territoriale sur l'innovation sociale, résilience territoriale, innovation publique, etc. Et je me suis formée il y a 2 ans avec Cynthia Fleury et Antoine Fenoglio qui ont coécrit ce qui s'appelle la charte du Verstollen, c'est-à-dire c'est de la furtivité. Et concrètement, c'est comment s'engager sans s'abîmer. Et donc, dans cette charte, il y a 10 points d'attention, finalement, à aller sur des choses qui ne peuvent pas nous être volées, c'est-à-dire des choses sur lesquelles on exerce nos libertés et on ne peut pas nous les voler. Alors, je ne vais pas détailler la charte là, c'est l'objet du labo furtif que j'anime par ailleurs, mais peut-être juste vous dire dans les points de la charte les choses qui ont résonné pour moi. Peut-être la question
dans la question des collectifs, se poser davantage la question de la place des individus, c'est-à-dire comment on écoute les expériences des personnes qui sont dans les collectifs, comment on écoute leur vulnérabilité, comment on écoute leurs envies, comment on va prendre soin des individus qui rentrent et des individus qui sortent, comment on accompagne ça. Donc, cette question de l'écoute des personnes, en fait, à considérer dans le collectif, je pense que c'est quelque chose à travailler, qualité d'attention et d'écoute aux personnes. Peut-être un autre point sur, alors Louis en a un peu parlé, mais d'avoir ces espaces et de temps dédiés et peut-être quelque chose qui pourrait se formaliser sur soit des cercles de dialogue, soit des espaces de répit, soit des cliniques du collectif, mais c'est-à-dire un moment, un endroit qui soit clairement identifié comme un endroit où on va prendre soin des personnes qui constituent le collectif, mais aussi de se poser les questions de comment on prend soin de notre collectif, comment on prend soin du lien des liens entre notre collectif et notre territoire. Comment aussi on va prendre soin de donner des preuves de soin dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que des fois, on a des indicateurs qui ne sont pas toujours des grosses preuves de soin, mais c'est de dire, voilà, comment dans ce que fait le collectif, on va dire en quoi c'est mieux pour les personnes qui en font partie, qui en bénéficient, en quoi c'est mieux pour le territoire, en quoi c'est mieux aussi pour l'habitabilité de la planète, c'est-à-dire jusqu'où je vais dans la connaissance du territoire dans lequel je suis pour aller identifier les points de vulnérabilité du territoire et je vais situer aussi mon action collective dans ce prendre soin du territoire et au-delà de l'habitabilité de la planète. Donc peut-être ces questions-là, ce que j'ai entendu la question de la formation et ça, je trouve que c'est vraiment très important. Mais pour le coup, par rapport au titre du projet de Sandra, peut-être creuser un petit peu aussi de cette formation entre nous, ce qu'on appelle les territoires apprenants, c'est-à-dire comment le collectif s'organise pour apprendre de ce qui se passe, de ce qui se fait. Comment on donne ça à voir, comment on le documente, évidemment sur les Creative Commons, comment on le partage. Comment on garde des traces finalement et comment ces traces-là vont aussi permettre à d'autres de pouvoir rentrer et sortir. Donc voilà, cette question-là on a parlé donc de la gouvernance, effectivement, là on sent qu'il y a un prendre soin de la gouvernance qui est un des premiers éléments de preuve en fait du fait que on va vouloir être sur quelque chose de plus partagé, de plus co-construit. Peut-être une autre question sur la question de la médiation des conflits. Comment, vous en avez pas parlé, mais finalement, comment on gère les controverses, comment on gère les désaccords, comment on le fait sans écraser les personnes, comment on crée des constructions de désaccords féconds. Donc voilà. Et puis après, tout ce lien, ben voilà, on serre les communs. Comment derrière, on composte, désolé, j'ai un camion qui passe, comment derrière, on se composte de manière à ce que les coopérations et que l'on anime ou auxquelles on participe dans le territoire puissent être fertiles pour d'autres ailleurs, en fait. Et donc, toute cette question de la documentation sur les wikis ou sur des Creative Commons, etc. Donc voilà, peut-être un peu plus c'est plus des rebonds de questions sur ce que j'ai entendu, sur ces questions du prendre soin. Je sais pas, j'espère que j'ai été claire et que vous m'avez bien entendu. Alors moi, je t'ai très bien entendu et je trouve que tu as été très clair et tu fais une transition parfaite avec une des questions qui avait été posée justement sur la gestion des conflits. Donc est-ce que peut-être, enfin voilà, c'est une question de Marc, comment vous avez géré les conflits s'il y en a eu déjà? Et est-ce que vous avez utilisé des outils un peu extérieurs de la médiation, de l'accompagnement? J'ai cru voir dans le chat qu'il y a un DLA qui est lancé sur une des trois initiatives. Désolé, je ne me rappelle plus laquelle a dit ça. Est-ce que c'était sur justement la gestion de conflit ou pas? Enfin, voilà, est-ce qu'il y a un ou une de vous trois qui veut intervenir sur cette question-là? Yes, moi je peux bien le prendre à la fois côté convergence des possibles, aussi côté caserne bascule, du coup à Joigny dans les expériences. Moi, globalement, c'est le plus long et le plus dur, souvent, c'est de reconnaître qu'il y a conflit.
Et l'ouverture du conflit, c'est vraiment ça qui met le plus de temps et le plus délicat. Et ça va quand même vraiment dépendre des personnalités de chacune et de chacun à reconnaître qu'il y a un conflit et qu'il y a un enjeu. Après, c'est vrai qu'à Joigny, à l'école fertile, avec la caserne bascule, ça a amené aussi tout un écosystème, pas mal de personnes qui sont quand même formées dans de la facilitation, dans de la médiation, qu'on fait des formations à côté de communication non violente, etc. Donc, on a quand même, nous, quelques personnes qui sont soutiens des projets et qui sont clés et qui sont prêtes à jouer ce rôle de médiateur ou médiatrice quand c'est nécessaire. Et du coup, c'est souvent cette action-là qui est mise en place. Et donc après, la méthodologie va un peu défendre la nature du conflit et de la personne aussi qui va vouloir résoudre ça. Mais voilà, on essaye d'instaurer une culture de dire quand il y a un conflit, c'est important de le rendre visible et de le travailler et de le traiter. Et en fonction des personnalités des gens, c'est plus ou moins reçu. Et voilà. Et après, le conseil, c'est quand même, je pense, de lister des personnes qui ont cette capacité d'être médiatrices. Et du coup, typiquement à Joigny, il y a des gens qui sont un peu moins impliqués dans les. Enfin, il faut que ce soit aussi des personnes qui ne soient pas trop impliquées dans les projets, quoi. Parce que sinon, ça fausse forcément le regard d'avoir un médiateur trop impliqué ou une médiatrice trop impliquée dans le projet. Est-ce que Céline ou Sandra? Ouais, je veux bien rebondir. Alors moi, je suis pas forcément très légitime à parler de gestion de conflit, puisque moi, je suis au niveau du phare, je suis encore sociétaire de la SIC, mais je suis plus beaucoup dans le collectif. Et notamment, pour moi, c'est un des biais du phare, c'est que j'aime bien cette définition de la coopération qui est l'art de mettre les désaccords au travail. Et justement, c'est un peu ce qui manque pour moi au niveau de ce collectif. Et comme à un moment, j'étais au croisement de beaucoup d'endroits au sein du phare, je voyais ces désaccords, mais c'était très difficile de les mettre au travail. Alors, est-ce que c'est des questions de personnalité ou de charge ou de souffrance, pour le coup, de direction, qui ont aussi de multiples problématiques propres au sein de leurs propres associations? Mais pour moi, c'est un vrai non-pensé de certains collectifs de la question des conflits et des désaccords. Et donc, en fait, on se retrouve avec une sorte de consensus mou qui n'est pas vraiment de la coopération, où on est d'accord sur le gros du projet, sur là où globalement on est OK sur les valeurs et sur là où on a envie d'aller. Mais il y a tout un tas de choses parasites sur lesquelles on ne discute pas, mais qui au final viennent mettre le bazar dans la coopération. Donc je rejoins complètement Julie sur cette question de conflit et de désaccord. Je pense vraiment que dans beaucoup de collectifs, c'est un impensé. C'est pourquoi je me suis formée à la coopération, en fait. Je me disais, mais tout le monde parle de coopération, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Et quand on m'a dit c'est l'art de mettre les désaccords au travail, je dis ah oui, ok. Ouais, tu utilisais le terme d'impensé, Céline. Je crois que c'est vraiment nous ce qu'on a vécu et ce qui nous a surpris. C'est-à-dire que voilà, on a quelque chose qui a démarré à un moment donné. Donc le programme, il a commencé en 2016. Voilà, tout le monde s'entendait bien, on a très bien travaillé, etc. Et puis après, il y a eu voilà, ce qui devait se former autour de French Impact. Et puis surtout, enfin, nous, il y a eu le Covid derrière. Nous, le Covid, on n'a pas su fonctionner pendant le Covid, hein. La visio, enfin, les gens n'en pouvaient plus, ils ne pouvaient pas, quoi. Donc, comme c'était la petite cerise sur le gâteau du quotidien le reste du temps de se voir, donc pendant quasiment 1 an et demi, on a été un peu à l'arrêt, hein, à pas réussir à relancer les choses. Et quand on a réussi à relancer, à embaucher une salariée, en fait, il y avait, alors ça, c'est un truc que Stéphane nous dit toujours, c'est que on coopère avec des personnes et pas avec des structures. Sauf que nous, du point de vue, enfin, de certains points de vue, il y avait des structures qui coopéraient, qui étaient là. Et sauf que les gens changeaient, et puis on ne s'est pas aperçu que finalement, alors est-ce que l'état d'esprit s'est délité ou pas, je ne sais pas. Mais à un moment donné, il y a eu ce grain de sable là avec l'incubateur
qui est typiquement une question de coopération pure, quoi. Voilà, c'était comment on s'était mis au travail autour de cet objet qui devait être un objet commun et dont, au final, il a été vécu, hein, comme étant capturé par quelques-uns du groupe et pas tout le monde. Et là, ça a été vraiment violent dans le sens où il y a des personnes, mais qui se sont vraiment engueulées. C'est-à-dire qu'il y a eu des cris, il y a eu des pleurs, et on ne l'avait pas vu venir, et on a tous été scotchés là-dessus. Et aujourd'hui, on est dans le rattrapage de ça, c'est-à-dire qu'on s'est dit, bah, dis donc, pour en arriver là avec des gens qui veulent coopérer, on a besoin de bosser notre gouvernance, on a besoin de bosser notre relationnel, on a besoin, enfin, ça nous a ouvert tout un champ finalement qu'on n'avait pas ouvert avant et qui, enfin, ouais, et qui est venu comme ça. Donc, et du coup, aujourd'hui, c'est même un peu compliqué, hein, parce que quand il y a eu des cris, quand il y a eu des pleurs, et qu'en plus, il y a une salariée qui est en partie, parce que c'est pas non plus 100%, mais en grande partie partie pour ça, euh, il y a de quoi se remettre un peu en cause pour des gens qui coopèrent et en plus qui se targuent de le faire depuis plusieurs années, quoi. Et est-ce qu'il y a un dernier mot de la fin, parce qu'on va arriver à la fin de ce webinaire, de nos quatre du coup, intervenants, intervenantes sur ce sujet-là? Bah, moi, mon mot de la fin, ce serait de dire que, en fait, alors, je rapproche souvent la coopération et la co-construction. Et quand on avait, à un moment donné, on a voulu écrire notre histoire de la co-construction entre les acteurs du territoire et dans les points qu'on avait notés comme étant les plus importants et que je trouve qu'il faut retrouver dans la coopération, voire peut-être les écrire, même si c'est juste écrire une histoire, c'est vraiment c'est la posture, la confiance et la communication. Nous, je pense que dans notre collectif, au départ, ben, on avait la posture, on avait la confiance, on avait la communication. On a perdu une partie de la communication et il suffit de ça pour mettre un grain de sable dans le rouage. Donc, je pense que je pense qu'en passer par la conscientisation, que ce soit par un écrit, par un dessin ou par autre chose, du cadre de coopération, et que dans le cadre, il y ait la posture, l'information et la confiance, enfin, voilà, moi, c'est ce que je retiens le plus à aujourd'hui, sachant que je me suis inscrite à la dernière formation qui aura en 2025 avec les Beauvillards et voilà, qui j'espère sera pris en charge par ma structure, mais j'ai dit sinon j'y mettrai mes économies. C'est ma conclusion. Est-ce que quelqu'un d'autre? Vas-y, Céline. Bah, moi, j'avais juste envie de dire que je trouve que j'ai trouvé ce temps, on fera un débrief pour voir comment on va faire les autres webinaires, mais je trouve que ce temps est lourd d'apprentissage et je remercie mes co-intervenants pour que voilà, on puisse dire les choses justement et vraiment communiquer dans le vrai et pas cacher sous le tapis les difficultés qu'on peut avoir les uns ou les autres. Ouais. Moi, bah, déjà, merci beaucoup pour ce temps et les interventions. Et j'avais envie un peu de terminer sur le mot de la fin en répondant à la question qui est tac, de Cécile Malo, ce genre de posture rend le territoire désirable. En tout cas, moi, j'y crois très fortement à Joigny, parce que je pense que quand il y a une posture de coopération, comme c'est le cas entre la ville, entre les associations, entre les citoyens, avec les entreprises, qui en un mot est une culture d'entraide, ça augmente quand même considérablement la qualité de vie dans la ville, à l'intérieur ou dans les territoires. Et donc, je pense vraiment que ouais, cet enjeu de coopération, il peut vraiment rendre un territoire beaucoup plus attractif et agréable à vivre et qu'il est d'autant plus important qu'on a quand même des opinions et des visions de la société qui sont de plus en plus fracturées et que c'est par ça qu'il y aura de l'écoute et du lien. Donc je pense qu'il y a un enjeu bien plus fort que juste le bien-être d'un collectif, selon moi, derrière ça.
Julie, je t'ai vu rallumer ta caméra. Est-ce que tu veux intervenir ou... Ouais. Peut-être, déjà, ouais, c'était vraiment super intéressant et je pense qu'on va avoir à en apprendre ensemble. Moi, j'insisterai quand même un petit peu sur cette question des cliniques des coopérations. Peut-être que c'est un espace à co-créer et à animer à plusieurs. Mais cette question de prendre soin, parce qu'on voit quand même beaucoup de gens qui s'abîment très fortement dans les différents engagements et que la route là va être longue et que le paysage est quand même pas super favorable en termes de soutien aux dynamiques. Donc, je pense qu'il y a vraiment à prendre soin et que ça serait quelque chose à réfléchir ensemble. Eh bien, je trouve que c'était un très beau mot de la fin. Je remercie à mon tour tous les intervenants et les intervenantes. Je remercie aussi au nom de Lélio, qui a des petits problèmes de connexion, mais qui vous remercie également pour tous ces apports que vous nous avez fournis. La question de Brigitte sur les contenus des projets communs, je l'oublie pas. Et on va justement, ça sera c'était un test du coup aujourd'hui, mais on va peut-être pouvoir le produire plutôt à l'écrit avant les prochains webinaires pour peut-être avoir plus de contenu et que vous puissiez participer au webinaire avec du contenu un peu différent. On va produire pour celui-là aussi évidemment, mais je garde ce point pour du coup plutôt à l'écrit et sur les prochains webinaires. Comme ça, on va finir donc pile à temps. J'ai noté aussi d'autres questions qui n'ont pas forcément été répondues tout de suite, mais on prendra le temps d'y répondre et de voir comment on peut vous fournir ces réponses-là sur d'autres temps. Est-ce que Je vous voulais dire... m'entendez? Merci tout le monde. Ah, salut Oui, Lélio, Léo. on t'entend. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Michael. Moi, j'avais un petit mot de la fin en termes d'orga. Si vous avez des retours à faire suite à ce test, n'hésitez pas par mail, même si c'est 2 mots positifs ou même si c'est 2 mots constructifs, on dit. Ça nous sera très très utile de voir que déjà il y a de l'engagement et puis on fera notre mieux pour mailler ça et bonifier pour les prochaines éditions. En tout cas, c'était super de pouvoir venir un peu en écoute après et ça me donne envie de revisionner la première moitié parce que du coup c'est pas la même